Bienvenue à tous. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. Je m'appelle Elisabeth. J'utilise le pronom elle et elle. Je suis ici avec mon collègue Zachary et ensemble, on va vous présenter aujourd'hui ce webinaire sur l'offre active inclusive. On est vraiment ravis de pouvoir partager ça avec vous. On sait qu'il n'y a pas toujours beaucoup de ressources en français sur les communautés de SLGBTQIA+. Alors, on espère qu'au terme du webinaire d'aujourd'hui, vous pourrez repartir avec au moins quelques pistes d'action concrètes à ajouter à votre boîte à outils. Juste petite note que, vu la nature du sujet, on va probablement parler de quelques thèmes un peu plus difficiles, des questions de discrimination. Alors, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre un moment pour vous respecter vos limites. On ne le prendra pas personnel. On vous invite à respecter vos limites. Avant de poursuivre, on veut bien sûr prendre un moment pour faire une reconnaissance territoriale. Pour celles qui m'ont déjà vu animer, qui m'ont déjà vu faire une reconnaissance territoriale, vous savez que j'aime commencer les reconnaissances en me demandant vraiment, mais qu'est-ce que j'essaie de faire en prononçant ces mots? Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Et je reviens souvent au fait que pour moi, prononcer une reconnaissance territoriale, c'est de reconnaître qu'on est sur des territoires de nations souveraines qui, comme n'importe quelle autre nation au monde, ont des lois, des systèmes de gouvernance, des institutions. Et là, en l'occurrence, le siège social de Franco Queer est basé à Chitkarunto, connu colonialement sous le nom de Toronto, qui fait partie du territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Wendat, les Haudenosaunee et les Anishinaabe, y compris la Première Nation Anishinaabe des Mississauga du Crédit. Zachary et moi-même, aujourd'hui, on se connecte à partir d'Ottawa, qui fait partie du territoire traditionnel non cédé de la Première Nation Anishinaabe Algonquine. Et l'une des institutions euh, qui, sur le territoire Anishinaabe et partout ailleurs, en fait, sur l'île de la Tortue, qui a été écrasée ou que le projet colonial a tenté d'écraser sans succès, c'est justement la diversité affective, sexuelle et de genre. Parce que par leur existence même, les personnes queer autochtones représentaient une alternative au projet colonial qui est basé dans des idées religieuses hétéropatriarcales. Donc, comme l'autrice Anishinaabe, Leanne Betasamosake-Simpson nous dit, les corps autochtones, en particulier ceux de la communauté bispirituelle et queer, des enfants et des femmes, incarnaient une alternative concrète aux constructions hétéronormatives et représentaient des systèmes politiques autochtones alternatifs qui refusent de reproduire le capitalisme, l'hétéropatriarcat et la blancheur. Ce sont ces corps qui doivent être éradiqués, effacés de la société canadienne ou assassinés au point où nous ne pouvons plus reproduire l'autochtonie. L'hétéropatriarcat, c'est pas juste une forme de discrimination issue ou subordonnée à la suprématie blanche ou au colonialisme, mais c'est une force de dépossession fondamentale qui est une attaque directe contre les corps autochtones en tant qu'ordre politique de pensée, de capacité d'agir, d'autodétermination et de liberté. Donc, si c'est le mois des fiertés, c'est aussi le mois de l'histoire autochtone et on sait que ces luttes sont intimement liées. Donc, on va parler aujourd'hui d'offres actives inclusives, de pratiques affirmatives et il faut nécessairement aussi parler de décolonisation si on veut que nos pratiques évitent de reproduire ces systèmes d'oppression qui nous nuisent à tous, en fait. Alors, le plan aujourd'hui, concrètement, on va parler des résultats de notre recherche pour passer ensuite à des pratiques, des actions concrètes pour mettre en œuvre les conclusions de cette recherche. On ne parlera pas aujourd'hui des bases, des concepts de base de la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, par exemple, sur ce que signifient toutes les lettres dans le sigle ou les différentes dimensions de l'identité de genre, des choses comme ça, je vous invite à aller sur le site web de Franco Queer ou sur notre chaîne YouTube où vous pourrez trouver tout notre catalogue de formations. Et puis, petite note sur le sujet aujourd'hui. Euh, Vu la nature du webinaire, on va parler surtout de choses qui doivent être améliorées. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont de bonnes expériences, qu'il y a des endroits qui ne font pas de grands efforts, mais évidemment, si on veut parler des choses à améliorer, si on veut s'améliorer, on va parler des choses qui vont peut-être moins bien. Donc, il y a comme un petit biais vers les choses à améliorer ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses positives qui existent. Puis là où on peut, on va aussi essayer de nommer justement les pratiques gagnantes qu'on a constatées. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas,
FrancoQueer est l'association provinciale pour les francophones de LGBTQIA+, en Ontario et leurs alliés. En 2023, on a lancé le réseau pour l'inclusion afin d'appuyer les organisations dans la création de milieux plus équitables. Ce qu'on vous présente aujourd'hui vient de nos projets de recherche-action communautaire. Depuis 3 ans, nous avons mené des recensions d'écrits et on a consulté des centaines de personnes de LGBTQIA+, et d'employés d'organisations ontariennes en menant des sondages et des entretiens. En ce moment, on mène une deuxième phase pour approfondir nos connaissances, entre autres sur le vécu de personnes trans, non-binaires, intersexes et asexuelles, ainsi que les enjeux d'inclusion dans le secteur de la santé. Je suis tellement heureux de vous voir en si grand nombre aujourd'hui parce que plusieurs personnes de LGBTQIA+, qui ont participé au projet, ont dit qu'elles ont accepté l'invitation en espérant que partager leur expérience pourrait contribuer à améliorer les pratiques dans le secteur de la santé. Étant donné la taille de notre échantillon, nous ne sommes pas en mesure de généraliser nos résultats. Par contre, nous avons maintenant une meilleure compréhension des expériences vécues, ce qui nous permet de formuler des recommandations. Ce webinaire vise principalement le secteur de la santé, mais on sait qu'il pourrait intéresser d'autres personnes aussi. Donc, nous avons une question qui s'affichera sur Zoom pour savoir, vous participez au webinaire en tant que membre de la communauté de LGBTQIA+, parent ou personne tutrice d'une personne de LGBTQIA+, prestataire de soins de santé, personnel de la santé, personnel des services sociaux communautaires, personnel non mentionné travaillant dans le secteur de la santé. Il devrait y avoir une question qui s'affiche sur Zoom. Est-ce que ça affiche bien? Oh, oui, là, maintenant. Merci. Personnel non mentionné travaillant dans le secteur de la santé, personnel du secteur de l'éducation, personnel du secteur des médias d'information, personnel travaillant dans un secteur non mentionné, membres du public non mentionné ou autres. Et si vous voulez nous indiquer qu'on n'a pas mis votre appartenance dans la liste, là, vous pouvez l'indiquer dans le clavardage aussi. Je vais vous donner quelques secondes pour répondre à ça. Donc, on a beaucoup de membres du personnel des services sociaux et communautaires, membres de la communauté 2S LGBTQIA+, personnel de la santé mentale. C'est super. Aussi beaucoup de personnel du secteur de l'éducation. On est heureux de vous voir aujourd'hui, heureuse. Oh, super. Il y a certaines personnes qui sont les deux aussi. Bon, et merci d'avoir répondu à notre question. À la prochaine diapositive, merci. Nous allons parler de personnes de LGBTQIA+ aujourd'hui et de la diversité affective, sexuelle et de genre. Si vous ne connaissez pas encore ces termes, comme Elisabeth l'a mentionné, vous pouvez regarder l'atelier Les bases pour comprendre la diversité affective, sexuelle et de genre. Pour bien comprendre les réalités dont nous allons parler, notre projet s'appuie sur 3 grands piliers théoriques. D'abord, la langue comme déterminant social de la santé. Un milieu minoritaire, pouvoir communiquer dans sa langue n'est pas qu'une question de confort, c'est la base de la sécurité et de la confiance. La recherche montre que la discordance linguistique nuit gravement à la satisfaction des clients-clientes et à la qualité perçue des soins. Ensuite, nous utilisons le concept de stress minoritaire, les stigmatisations sociales chroniques qui pèsent sur les personnes de LGBTQIA+, ont des impacts directs, mesurables sur leur santé physique et mentale. Notre approche est intersectionnelle. On ne peut pas séparer l'identité francophone de l'identité de genre ou de l'origine ethnoculturelle ou d'autres identités ou expériences. Les systèmes d'oppression s'entrecroisent, créant des barrières uniques. Notre projet vient justement combler un manque de recherche sur les vécus croisés, puisque les services affirmatifs exigent que la personne soit bien accueillie dans son ensemble. Pour répondre à ces enjeux, on propose d'élargir un concept que vous connaissez peut-être, l'offre active, le Hello Bonjour. On veut parler d'offres actives inclusives. Pourquoi? Parce que nos recherches révèlent un constat déchirant. Les francophones de LGBTQIA+,
ont souvent l'impression qu'elles ne peuvent pas exister simultanément dans leur identité. Elles sentent qu'elles doivent choisir recevoir des services en français ou recevoir des services inclusifs des personnes de race LGBTQIA+. Plusieurs nous ont rapporté que les services en anglais sont perçus comme plus sécuritaires et mieux outillés. Ceci mène à des situations où des clients sacrifient leurs droits linguistiques pour leur sécurité médicale. L'offre active inclusive, c'est briser ce cycle. C'est arrêter de dire il n'y a pas de demande pour réaliser que si on n'affiche pas proactivement notre ouverture, les gens seront moins à l'aise de demander. Ça veut dire envoyer un signal clair avant même que la personne s'exprime. Ça peut être par des symboles visibles, par des formulaires qui respectent l'auto-identification, une approche qui tient compte de l'intersectionnalité, que ce soit pour les personnes nouvellement arrivées, les personnes en situation de handicap, n'importe quelle personne. Ici, innover, c'est s'assurer que chaque personne n'ait pas à laisser une partie de son identité à la porte pour être soignée dans sa langue. En dépit du fait que la diversité humaine, y compris au niveau de l'identité et l'expression de genre, de l'orientation sexuelle, du sexe et des caractéristiques sexuelles, soit naturelle et normale, il y a parfois eu, historiquement et actuellement, une pathologisation et stigmatisation de la diversité au sein du secteur de soins de santé. Par exemple, il y a eu un historique de l'inclusion de l'homosexualité dans le DSM, des pratiques de conversion, une stigmatisation en particulier lors de la crise du sida, des chirurgies non consenties sur les enfants et adultes intersexes, des refus de soins, etc. Cet historique laisse toujours ses traces aujourd'hui. Bien qu'il y ait eu des avancées et des améliorations, comme nous allons discuter, plusieurs personnes de LGBTQIA+, vivent toujours des obstacles et des difficultés dans l'accès à des soins de santé. Ceci est encore plus préoccupant puisque les personnes de LGBTQIA+, ont davantage besoin d'accéder aux soins de santé. On pourrait formuler l'hypothèse que c'est en raison du stress minoritaire vécu, mais comparativement aux personnes cis-hétéros, les données de Statistique Canada montrent que les personnes LGBTQIA+, en Ontario sont plus susceptibles de considérer leur santé globalement et leur santé mentale comme mauvaise ou passable. Les personnes trans et non-binaires sont aussi 4 fois plus susceptibles d'avoir des besoins de santé non satisfaits au cours de la dernière année. On va vous présenter des résultats de recherche, mais avant ça, on serait curieuse de savoir, que vous soyez membre du personnel ou non, quelle est la plus grande barrière aux soins affirmatifs des personnes de LGBTQIA+, que vous avez constatée? On aura une autre question qui va s'afficher sur Zoom. On a plusieurs options de réponse, mais n'hésitez pas non plus à insérer votre réponse sous autre et ensuite de l'écrire dans le clavardage. Donc, les réponses fréquentes qu'on a entendues à date, ce serait le temps d'attente pour un rendez-vous, le manque de temps du personnel, un manque de services en français, l'appui de la gestion, le niveau d'inclusion du langage, les attitudes du personnel, les ressources financières, les connaissances, les limites environnementales ou techniques, le matériel ou les ressources hétéro-cis-normatives et les politiques organisationnelles. On va vous laisser un instant pour répondre à ça. Ah oui, s'il y a plus d'une réponse, n'hésitez pas à le mentionner dans le clavardage aussi, si vous êtes déchiré en deux options. Mais merci beaucoup d'avoir répondu. On verra, il y a beaucoup de ces éléments qui vont revenir dans un instant. Oui, donc merci pour toutes vos réponses. Je pense que vous avez frappé en plein dans le mille, vous allez voir. Donc, pendant le projet de recherche, la première phase de recherche, en 2023-2024, comme Zachary le mentionnait tout à l'heure, on a mené un sondage auprès des francophones de LGBTQIA+, et on leur a demandé quels étaient les plus grands obstacles que ces personnes rencontraient à l'accès à des services inclusifs et quelles étaient des lacunes que ces personnes observaient dans le secteur de la santé.
Et sur 13 options, les obstacles qui reviennent le plus souvent, c'était le manque d'inclusion dans la documentation, dans les formulaires, le processus d'inscription, des craintes d'attitudes, de commentaires et de comportements discriminatoires, ce qui est intéressant parce que ça montre que la discrimination anticipée, c'est-à-dire la peur de vivre de la discrimination, c'était en soi un obstacle important à l'accès aux soins. Ensuite, on a des enjeux logistiques, donc des heures d'ouverture inaccessibles, des temps de déplacement trop longs, des coûts de transport trop élevés et des barrières linguistiques. Et les barrières linguistiques, ça va au-delà du fait que des fois, les services, souvent, d'ailleurs, les services ne sont pas offerts en français, parce que quand les services ne sont pas offerts en français, souvent, on se tourne vers de l'interprétation. Et on salue nos interprètes aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'excellents interprètes dans le monde, mais des fois, les personnes, même si elles sont bienveillantes, n'ont pas nécessairement le vocabulaire pour bien représenter, par exemple, le processus d'affirmation de genre, donc du vocabulaire médical spécialisé pour bien refléter les réalités des personnes arc-en-ciel. Et dans certains cas, on nous a rapporté des situations où les interprètes étaient carrément homophobes ou transphobes. Donc, une personne nous disait dans le passé, j'ai utilisé des traducteurs, mais j'ai réalisé qu'ils étaient transphobes et n'utilisaient pas les termes que je voulais, qu'ils prenaient des raccourcis. Donc ça, comme vous l'imaginez, c'est un enjeu important à l'accès à des services si on n'arrive pas à communiquer avec son personnel soignant. En termes de lacunes, la plus grande lacune, c'est le fait que souvent, il n'y a juste pas de services offerts en français. Les seuls services inclusifs qui existent sont en anglais. Et s'il y a des services inclusifs en français, les lignes d'attente sont souvent tellement longues que le service est à peu près inaccessible. Autrement, on nous rapporte aussi un manque d'inclusion dans le langage du personnel et des attitudes discriminatoires. Parlant de discrimination, justement, 23 des personnes de SLGBTQIA+ sondées nous ont rapporté avoir vécu des expériences de discrimination de la part du personnel soignant. Donc ça, c'est presque une personne sur quatre qui a vécu de la discrimination de la part du personnel qui devait leur prodiguer des soins. Ça, c'est un gros problème. Ensuite, 63 du personnel de la santé a observé ou subi de la discrimination dans leur organisme. Donc ça, c'est le personnel de la santé, toute identité confondue, donc LGBT et pas, qui ont observé, près des 2 tiers du personnel a observé des situations de discrimination dans leur organisme. Quand on parle de discrimination ici, on parle d'homophobie, on parle de transphobie, on parle de racisme aussi, de grossophobie et de discrimination linguistique, là, de francophobie. Et ce sont particulièrement les femmes lesbiennes, gays, bisexuelles, les personnes trans, non-binaires et bispirituelles qui rapportent le plus d'incidents de discrimination. Euh, En termes d'incidents spécifiques, il y a beaucoup de mégenrage. Donc ça, c'est quand une personne utilise le mauvais genre, les mauvais pronoms pour se référer à une personne, que ce soit délibéré ou accidentel. Euh, on a des commentaires déplacés de la part du personnel soignant, donc des questions intrusives, ce genre de choses, et des fois carrément un refus de traitement. Donc, il y a une personne qui nous a rapporté, mon médecin de famille me contredisait sur mon orientation sexuelle. Donc, disait, ah, tu devrais être avec un homme, tu devrais pas être avec une femme. Et suite à cette discussion, tous mes rendez-vous ont été annulés ou reportés. Ça dure depuis 3 mois, je n'ai pas accès à un médecin. Donc, on voit encore ce genre de situation aujourd'hui. Et dans bien des cas, on nous a aussi rapporté qu'il n'y a eu aucune intervention pour répondre à cette discrimination. Aucun essai d'interrompre les situations, aucune intervention pour corriger la situation. Et ça, ben, comme vous en doutez, c'est un gros problème qui est lié en partie au fait que beaucoup de personnes, membres du personnel du secteur de la santé, sont peut-être pas formées à ces enjeux. Donc, on nous a rapporté des personnes de SLGBTQIA+, ont constaté un manque de connaissances et de compétences chez le personnel du secteur de la santé. Et une expérience courante, c'est de devoir former, éduquer son propre personnel soignant sur ses réalités et sur ses besoins en matière de santé. Donc, vous imaginez, vous allez chez le médecin et là, vous devez enseigner à la personne ce que vous vivez et quel serait le bon diagnostic, les bons traitements. Il y a une personne qui nous a dit, j'ai dû expliquer ce qu'était la dysphorie de genre. C'est pourtant un professionnel de la santé. Donc ça, vous en doutez, ça brime la relation de confiance. Et on dit, OK, le prestataire de soins, c'est même pas ce que je vis, le diagnostic approprié, comment est-ce que cette personne pourra me prodiguer les soins appropriés. Et dans ce cas-ci, cette citation, la personne, c'est pas affiché sur la diapositive ici, mais poursuit en disant qu'en fin de compte, la personne lui a refusé les soins. A dit, ah,
Ah, c'est ça la dysphorie de genre? Ouais, non, t'as pas besoin de soins pour ça. Donc, on voit effectivement que c'est un problème. Et c'est particulièrement le cas pour les personnes trans, non-binaires, bispirituelles, intersexes et asexuelles. Donc, des identités et des réalités qui sont parfois moins connues, moins comprises par le personnel de la santé. Ces personnes-là vivent le plus d'ignorance de la part du personnel soignant et parfois même comme un inconfort remarqué. Donc, quand elles s'affichent, le personnel semble carrément inconfortable vis-à-vis de ces identités, ce qui est inquiétant. Euh, et donc, c'est important que la formation soit obligatoire et continue parce que là où il y a du personnel qui est formé, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est des personnes qui l'ont fait par leur propre initiative. Ça ne faisait pas partie de leur formation professionnelle. C'est souvent des formations que les personnes ont suivies par intérêt personnel à l'extérieur de leur cadre, à l'extérieur des heures du travail. Donc, ça prend des solutions systémiques. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, le manque de connaissances des prestataires a des conséquences cliniques concrètes. D'un côté, on observe de la pathologisation, comme dans le cas des personnes asexuelles qui subissent des tests invasifs et inutiles au lieu de recevoir une validation de leur orientation. Une personne asexuelle raconte: On m'a prescrit une flopée de tests et de traitements, et pas un professionnel de la santé a suggéré que je pourrais être asexuel et que ça pourrait ne pas être un problème. Un autre nous explique que je pensais sincèrement qu'il y avait quelque chose de brisé dans mon cerveau. J'aurais aimé que le médecin dise que c'est pas tout le monde qui a des envies sexuelles. Ça m'aurait aidé plus tôt. Ça mérite d'être répété. Être 2SLGBTQIA+ est normal. Ça fait partie de la diversité humaine. Ce n'est pas une pathologie qui a besoin d'être corrigée. Comme Elisabeth a mentionné il y a un instant, notre enquête a révélé qu'il y a quelques segments ou identités à l'intérieur des communautés 2SLGBTQIA+, dont les réalités sont particulièrement méconnues au sein du secteur de la santé. Aujourd'hui, on va parler d'enjeux de pratiques qui sont pertinentes à tout le monde, tout en portant une attention particulière aux personnes trans, puisque nous recevons plusieurs questions de la part du personnel qui sont spécifiques à cette population, ainsi qu'aux personnes intersexes, en raison d'enjeux médico-légaux dont nous parlerons dans un instant. Aux diapositives précédentes, on discutait de la pathologisation et de la discrimination qui peut être vécue par des personnes de race LGBTQIA+. Puis il y a une forme de discrimination ou de pathologisation qui a été observée tellement souvent par des personnes trans qu'elle a reçu son propre nom, le syndrome du bras fracturé trans. Le phénomène qui a tendance à se répéter, c'est qu'une personne trans va chercher des soins de santé pour un problème de santé qui n'est pas du tout lié à son identité de genre ou sa transition médicale, comme par exemple un bras fracturé. Par contre, la personne clinicienne présume à tort qu'il y a un lien entre le problème de santé et l'identité de genre ou l'expérience trans et va mettre toute son attention vers la transitude plutôt que le problème de santé qui se présente. Notre enquête a montré que plusieurs lacunes vécues par les personnes trans dans le secteur de la santé sont lors de la quête de services qui ne sont pas liés à la diversité affective sexuelle et de genre. C'est parfois en se présentant aux urgences ou en voyant une spécialiste. En fait, presque un tiers des personnes trans qui ont participé à une étude récente a déclaré avoir vécu le syndrome du bras fracturé trans. Ce phénomène illustre bien pourquoi la sensibilisation ainsi que le développement des connaissances et des compétences dans les soins et services aux personnes 2SLGBTQIA+, concerne tous les prestataires de services et non seulement les personnes qui se spécialisent dans ces enjeux. Parmi les défis rapportés les plus fréquemment par des personnes trans et non-binaires qui ont participé à notre étude était le temps d'attente. C'est bien sûr un enjeu qui touche pas seulement les personnes de LGBTQIA+ actuellement, mais les personnes trans font face à des attentes particulièrement longues et cela a un impact sur leur santé. Plusieurs personnes rapportent un manque de connaissances et même de la désinformation de la part de leurs prestataires. Elles font souvent de la sensibilisation lors de leurs rendez-vous. Il y a aussi malheureusement encore de nombreuses expériences de présomption, de mégenrage, de déni de l'auto-identification et de déni de l'affirmation. Il y a des frais très élevés associés à la transition en général, mais aussi beaucoup plus spécifiquement à la transition médicale.
Il y a certaines interventions qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie ontarien, dont le traçage ou l'hyposuction du torse, le rasage de la trachée, l'hormonothérapie, etc. Les formulaires et les logiciels offrent souvent seulement des options binaires qui ne permettent pas l'auto-identification ou les suivis efficaces. Il y a parfois un manque de discrétion à la réception, dont l'usage des mauvais pronoms ou de mauvais prénoms, mais aussi l'espace n'est pas configuré d'une façon qui permet des conversations discrètes entre la réception et les personnes qui viennent chercher des services. Et finalement, encore aujourd'hui, malheureusement, les prestataires peuvent parfois être réticents à offrir des services et même complètement refuser. Nous allons prendre un moment pour définir l'intersexuation afin d'expliquer dans quelle mesure cette expérience et identité se trouve sous le parapluie des soins aux personnes de race LGBTQIA+. Pour une grande part des informations et des recommandations que nous allons partager, nous nous fions à l'excellent guide produit par le Centre de génomique et politique, l'Université McGill et Intersex Canada, dont le lien sera partagé à une diapositive plus tard. Je cite leur définition. Intersexe est un terme générique désignant les variations innées du spectre des caractéristiques sexuelles physiques qui ne correspondent pas aux normes binaires du développement sexuel humain. Ces variations peuvent être au niveau des chromosomes, des organes génitaux, des organes sexuels internes, de la production et des réactions hormonales et ou des caractéristiques secondaires qui se développent pendant la puberté. Plus de 40 termes médicaux existent pour nommer les combinaisons spécifiques. Certaines personnes qui ont des variations des caractéristiques sexuelles s'identifient comme intersexes, mais d'autres non. C'est très important de noter ça. Et comme le fait le guide qu'on a cité, on va utiliser ce terme lors de cette présentation, tout en reconnaissant que ce n'est pas tout le monde qui s'identifie à ce terme. De plus, certaines personnes s'identifient comme de race LGBTQIA+, et ont un sentiment d'appartenance auprès de la communauté, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il est important de noter aussi que l'intersexuation, ce n'est pas une identité de genre ou une orientation sexuelle. Certaines personnes intersexes ont des besoins de santé spécifiques et pourraient avoir besoin d'un accompagnement à cet égard, mais plusieurs n'en ont pas. En fait, plusieurs personnes intersexes vivent toute leur vie sans savoir qu'elles ont des variations des caractéristiques sexuelles. En raison d'une mauvaise compréhension de la diversité des caractéristiques sexuelles, les variations intersexes ont historiquement été vues dans le système médical comme étant problématiques. Par conséquent, les personnes intersexes ont historiquement vécu une stigmatisation et une pathologisation. Elles ont aussi souvent été privées d'informations à leur égard. Par exemple, leur historique médical leur est parfois caché. En fait, l'approche dominante était de cacher et de, entre guillemets, corriger ce qui était erronément perçu comme anormal. Il y a un grand manque de connaissances à l'égard de l'intersexuation. Il y a un manque de ressources, d'attention et de représentation intersexe, même au sein de la communauté de race LGBTQIA+. Aujourd'hui, les personnes intersexes rapportent toujours vivre plusieurs mauvaises pratiques de communication. L'étude de Knoppers et ses collaboratrices soulignent notamment que les personnes intersexes ne sont souvent pas informées du fait qu'elles ont une variation des caractéristiques sexuelles ou elles sont informées d'une façon qui manque de sensibilité et d'accompagnement. Ensuite, il y a un manque d'écoute et d'occasion pour poser des questions. Les prestataires ont parfois des informations inexactes par rapport aux relations sexuelles, mais peuvent aussi faire des commentaires inappropriés par rapport aux relations sexuelles, l'attrait et le corps des personnes intersexes. Les personnes intersexes rapportent aussi l'usage d'un langage non informatif et pathologisant lors des rendez-vous. Par exemple, certains termes à éviter seraient condition, syndrome, troubles de développement sexuel. Un défi rapporté par les personnes intersexes est que les services affirmatifs sont plus difficiles à trouver à l'âge adulte et qu'il y a un manque d'appui dans cette transition. Finalement, un des problèmes les plus flagrants qui a été nommé est l'approche aux interventions chirurgicales auprès de personnes intersexes.
Certaines personnes rapportent que leur prestataire ait appliqué de la pression pour subir des chirurgies, parfois en exagérant les risques médicaux autour du cancer en particulier. En plus des personnes intersexes, leurs parents rapportent aussi de la pression pour des chirurgies ainsi que le manque d'informations ou de la mésinformation partagée sur les risques ou les alternatives. Encore aujourd'hui, les personnes intersexes au Canada ne bénéficient pas de protection légale contre les interventions chirurgicales non consenties. Donc, des nourrissons et des enfants continuent de subir des chirurgies qui ont comme objectif de normaliser, mais c'est des chirurgies génitales irréversibles qui ont été dénoncées dans un rapport récent de l'ONU. L'approche euh, générale interventionnelle d'intervention non nécessaire a causé plusieurs dommages chez des personnes intersexes. Certaines personnes rapportent des problèmes de santé physique et mentale liés aux interventions non consenties. Les défis vécus sont aussi exacerbés lorsqu'il y a d'autres facteurs intersectionnels, tels que la ruralité, l'expérience de marginalisation, de racisation, etc. On a remarqué, en faisant notre analyse, qu'il y a certains défis communs entre différents segments de la population de LGBTQIA+, dont les expériences et les besoins ont tendance à être méconnus par les prestataires. Je note que ces éléments ont notamment été rapportés par plusieurs personnes trans et intersexes. Ces populations vivent des enjeux très distincts, mais peuvent avoir ces points-ci en commun. Et je veux aussi noter que les personnes asexuelles ne vivent pas nécessairement toutes les mêmes expériences qui sont nommées ici, mais elles vivent aussi une pathologisation et un manque de connaissances à leur égard. Les prestataires ont tendance à traiter la sexualité comme un problème de santé, alors que c'est normal et plusieurs personnes n'en souffrent pas. Donc, un des défis les plus communs, c'est la difficulté à trouver quelqu'un qui va offrir des services de santé. Et pour trouver un ou une prestataire de soins de santé, cela passe par beaucoup d'essais et d'erreurs et de refus même. Donc, pour essayer de trouver un environnement affirmatif, plusieurs personnes vont développer des stratégies comme chercher des recommandations d'autres personnes ayant la même identité. Elles vont aussi chercher des indices dans l'environnement ou sur le site web quant à l'inclusivité des services. Par exemple, on peut chercher le drapeau des fiertés. Lors du premier rendez-vous, certaines personnes vivent un stress d'anticipation, potentiellement en anticipant des interactions inconfortables ou même de la discrimination. En raison de l'expérience de soins, les personnes de LGBTQIA+ sont souvent placées dans une position où elles doivent éduquer les prestataires et gérer la stigmatisation. Trop souvent, la personne cliente doit agir comme la diplomate ou l'éducatrice, alors que la personne prestataire va poser des questions intrusives ou mettre beaucoup d'attention, par exemple, sur la transitude ou l'intersexuation de la personne cliente, même si ce n'est pas médicalement pertinent. Les stratégies qui sont utilisées pour accéder à des soins prennent beaucoup de temps et d'énergie de la part des personnes de LGBTQIA+. Le fardeau du manque de connaissances et des communications non affirmatives ne sont pas sur la personne prestataire en général. Ce fardeau-là tombe sur la personne cliente. Et comme on le verra, cette personne va parfois éviter des soins en conséquence. Un des défis qui a été fréquemment répété par des francophones de LGBTQIA+ en Ontario est la fragmentation identitaire vécue en raison de leur expérience. Comme a été partagé lors d'un groupe de discussion avec des personnes aromatiques et asexuelles, ainsi qu'un avec des personnes bispirituelles, trans, non-binaires et genderqueer, en Ontario français, les francophones de LGBTQIA+, doivent souvent faire le choix impossible entre des services en français et des services inclusifs et adaptés à leurs besoins comme personnes de LGBTQIA+. Une personne a dit, je devrais choisir entre un médecin qui parle français et un médecin qui comprend les nuances de mes identités. Quand on est des personnes qui avons de multiples identités, malheureusement, des fois, il faut faire des choix et ça fait partie de notre vécu. Une autre personne témoigne, j'aimerais pouvoir être trans et francophone au lieu de devoir toujours parler anglais. J'ai remarqué qu'il y a un peu plus de transphobie dans les cercles francophones, donc j'ai peur.
Les francophones de SLGBTQIA+, doivent souvent avoir recours à des services qui ne sont pas dans leur langue de choix. Par contre, l'étude de Sauvé Schenck et ses collaboratrices suggère que ceci mènerait à des pires aboutissements en matière de santé. Comme on l'a défini plus tôt, les personnes de SLGBTQIA+ vivent un stress minoritaire. Mais ce qui est frappant dans nos résultats, c'est que le milieu de la santé, qui devrait être un refuge, devient souvent un vecteur de ce stress. À force de vivre des microagressions ou de la discrimination, les personnes de SLGBTQIA+ peuvent entrer dans un cycle d'évitement. Plusieurs n'osent plus consulter parce qu'elles anticipent le traumatisme. Comme le disait une personne participante, il arrivait que les réceptionnistes crient mon dead name, ce qui crée des traumatismes, donc j'évitais les hôpitaux. Cet évitement mène inévitablement à des retards de diagnostic et à des conditions qui s'aggravent. Et même quand ces personnes finissent par consulter, la peur des préjugés les pousse souvent à taire des informations cruciales. Donc, de cacher certaines informations sur leurs identités ou leur comportement. Et ça va compromettre directement la qualité de l'évaluation clinique et la relation thérapeutique. OK. Donc là, on vous a présenté les résultats de la recherche, les expériences vécues, ses impacts. Et on sait qu'il y a de l'expertise dans la salle. On sait que vous avez votre expérience, vous avez des idées de choses à faire qui pourraient améliorer la situation. Donc, avant de vous présenter nos recommandations, on voulait prendre un moment pour vous poser la question. Euh, donc, je vais d'abord vous présenter les instructions. Donc, on va faire un petit exercice. On va vous inviter à répondre à cette question qui est à l'écran que je vais lire tout à l'heure dans le clavardage, mais de ne pas envoyer votre réponse tout de suite. Donc, vous écrivez votre réponse et vous attendez. Et là, je vais vous donner un signal. Je vais faire un décompte. Je vais dire 3, 2, 1, go. Et là, à go, on va tous envoyer nos réponses en même temps. Ça va faire comme une pluie de réponses dans le clavardage. Euh, pour s'assurer comme ça, on va voir toute la diversité de réponses sans qu'on compare les uns avec les autres. Parce que je sais pas pour vous, là, mais moi, je fais ça quand, quand on me demande d'intervenir dans le chat. Est-ce que c'est bon pour les instructions? Est-ce que c'est clair? Vous me donnez des pouces, que je vois un pouce de Jamie. OK. C'est pas très convaincant, là. Est-ce que les instructions sont claires? OK, Jacqueline. Ouais, un pouce de Gisèle. OK. Alors, la question qu'on vous pose, c'est quelles sont vos recommandations pour rendre les soins de santé en français en Ontario plus affirmatifs des personnes de LGBTQIA+. Donc, je vous donne quelques secondes pour écrire votre réponse dans le chat. Quelques secondes. S'il y a quelques personnes qui vont me donner des pouces quand vous aurez votre réponse, là, quand elle sera écrite et prête à envoyer, comme ça, je saurai quand donner le signal. Je vois des visages concentrés. Joanna demande sur un niveau macro, micro. N'importe quel niveau, vraiment à n'importe quelle échelle. Toutes les recommandations sont bonnes ici. Là. On veut vraiment comme une diversité de réponses. OK. Je vois que mes visages concentrés semblent avoir terminé d'écrire. Est-ce que tout le monde est prêt à lancer la réponse? Je vois des pouces. Ouais. Un autre 10 secondes pour la chance. OK, un hochement de tête. OK, bon, je vois que Kofi n'a pas attendu. On y va. Allons-y. Un, deux, trois, go. Yeah! Ah, c'est beau de voir rentrer toutes les réponses. Je vais pas toutes les lire, là, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je vous invite à les consulter, mais on a, ouais, la représentativité, le respect comme principe de base, absolument. Ouais, la formation, des cliniques spécialisées, j'aime ça. La formation, la sensibilisation, l'écoute active, ouais, une posture inclusive, la formation, la formation, la formation, la formation. OK, ça revient souvent, la formation. Super. Cool, merci beaucoup. Je vois que vous avez déjà ressorti beaucoup des réponses que nous, on va soulever. Donc, je vais passer aux recommandations, mais comme je vous dis, vous avez déjà vraiment identifié plusieurs des thèmes qui vont revenir. De notre côté, on a divisé nos recommandations en 6 domaines d'action. On ne pourra pas plonger vraiment, faire un deep dive exhaustif sur chacun de ces domaines d'action. Notre objectif, c'est de donner quelques points de départ sur chacun de ces thèmes en passant un petit peu plus de temps sur la livraison des soins. Donc, la posture, une posture inclusive pour la relation thérapeutique. Donc, le premier pilier, c'est la culture organisationnelle.
Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la discrimination anticipée, c'est en soi un obstacle assez important à l'accès à des soins. Donc, les personnes de SLGBTQIA+, avant d'accéder à un service, de faire appel à un organisme, vont tenter d'évaluer, OK, est-ce qu'il s'agit d'un organisme qui va être inclusif pour moi? Est-ce que ça va être sécuritaire? Et il y a certains indicateurs, disons, qui contribuent à un environnement inclusif, qui montrent qu'il s'agit d'un environnement inclusif et qui, selon nos collègues de données, en fait, mènent à un plus faible taux d'incidents de discrimination. Et ça, ce sont des politiques internes qui sont spécifiques à la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc là, on peut parler d'une politique qui, en soi, est spécifique à la diversité affective, sexuelle et de genre, donc sur la discrimination, mais ça peut aussi être d'inclure la diversité dans d'autres politiques, des politiques de dotation pour s'assurer que les logiciels qu'on achète sont inclusifs, permettent l'identification non binaire, par exemple, dans les dossiers médicaux. Euh, Ça peut être des politiques d'embauche, des politiques sur les visites, les proches aidants, des choses comme ça. Ensuite, euh, l'important, c'est d'avoir des procédures pour interrompre des situations de discrimination. Ça semble assez évident, mais beaucoup d'endroits n'ont pas de procédure pour ça. Le personnel ne se sent pas outillé pour intervenir. C'est pas c'est quoi le protocole dans son organisme. Donc, avoir une procédure claire, c'est important. Ensuite, bien sûr, pour que ces politiques et procédures soient mises en vigueur, ça prend de la formation, de développement professionnel, dont on va parler un petit peu plus longuement maintenant. Parce que c'est ouais, vraiment le deuxième pilier, vous l'avez tous presque soulevé. La formation, c'est essentiel et c'est important que ce soit pas juste une initiative personnelle de la part des personnes qui sont déjà sensibilisées, qui sont déjà motivées. Il faut vraiment que ce soit à l'échelle de l'organisation des formations obligatoires et ça prend, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais tout ça, ça prend le soutien de de la gestion des personnes en position de pouvoir, en position de prise de décision parce que il faut que ce soit vraiment ancré dans la culture de l'organisation et qu'on donne le temps, les ressources aux personnes pour se former. S'il y a des thèmes en particulier qu'on recommande, c'est le langage inclusif, comme on le mentionnait tout à l'heure, comment interrompre des situations de discrimination, les soins d'affirmation de genre, et puis les variations intersexes les plus communes et les indicateurs que ces variations pourraient être présentes. La formation, ça peut se faire de façon plus formelle, mais ça peut aussi se faire par l'apprentissage par les pairs, notamment à travers des communautés de pratique. Euh, Ça, c'est bien parce que ça permet aux personnes d'échanger des pratiques gagnantes, de discuter de cas qui sont nouveaux, plus complexes, pour s'assurer de bien encadrer, bien soutenir les personnes qu'on dessert. Et puis, ben, généralement, on prône une approche d'humilité culturelle. Donc, évidemment, si on pense qu'on sait tout, on n'est pas susceptible d'aller s'éduquer davantage. Donc, de reconnaître que ce qu'on sait, c'est peut-être pas tout, c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de faire les choses. Donc, toujours avoir cette réflexivité de vouloir continuer à approfondir nos connaissances. Avant de passer à notre prochain pilier, notre prochain axe d'action, je voulais prendre un moment pour lire cette citation qui nous provient d'un groupe de discussion qu'on a mené avec le personnel de la santé et on voulait vraiment ressortir cette citation parce qu'on trouvait qu'elle nommait vraiment plusieurs pratiques gagnantes et on voulait mettre en valeur ce qui se fait déjà. Alors, la personne dit à la clinique d'affirmation de genre où la personne travaille, l'environnement est vraiment adapté. Les formulaires incluent les pronoms, utilisent des mots inclusifs. C'est très clair là-dessus. On ne parle pas nécessairement de femmes ou d'hommes, on parle des organes sexuels capables de produire un bébé ou de relations sexuelles avec des personnes qui peuvent concevoir. Donc, c'est vraiment éviter la situation qui est associée au genre. On parle des fonctions des organes de ce côté-là. Et je pense que c'est vraiment apprécié. L'équipe est aussi composée de personnes qui appartiennent à ces identités de SLGBTQIA+. Donc, on est vraiment une bonne équipe par rapport à ça. Je pense que les clients aiment ça. Donc, vous aurez décelé quand même plusieurs éléments ici. On a des formulaires inclusifs qui permettent de s'auto-identifier, de mettre son nom d'usage, de mettre ses pronoms, d'identifier son identité de genre, qui utilise des mots inclusifs. Donc, au lieu, par exemple, de dire mère et père, on dit parent 1, parent 2, ou dépendamment de la situation, adulte 1, adulte 2, des choses comme ça. Euh, on utilise un langage précis. Des fois, les personnes ont comme une réticence à utiliser du langage qu'elles perçoivent comme nouveau, comme inclusif. Mais en fait, dans un contexte médical, utiliser le langage spécifique aux organes ou spécifique aux pratiques sexuelles plutôt que de parler, de présumer de l'orientation ou de présumer du genre des personnes, c'est souvent plus précis. Donc, au lieu de parler d'organes féminines, on parle de vagin, on parle d'utérus.
peu importe l'identité de genre. Donc ça, c'est une bonne pratique. Et puis, bien sûr, la représentativité qui est liée notamment à des bonnes politiques sur l'embauche. Euh, voilà, plusieurs choses qui peuvent aider à rendre notre espace physique et virtuel plus inclusif. On peut aussi, comme Zachary mentionnait tout à l'heure, configurer la réception d'une façon qui permet aux personnes d'avoir des conversations confidentielles, discrètes avec la réception, éviter de se déplacarder, par exemple, devant toute une salle d'attente. Euh, D'autres petites choses comme des toilettes non genrées et des mesures d'accessibilité universelle, des textes en braille, des textes en caractères gras, des moments plus calmes pour les personnes à sensibilité sensorielle. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, y compris, comme Zachary le mentionnait tout à l'heure, afficher des symboles visibles d'inclusion. Ça aussi, ça aide à pallier à cette discrimination anticipée, cette peur d'accéder à des services. Euh, Voici quelques exemples de symboles visuels, comme le drapeau de la bispiritualité, le drapeau de la fierté progressiste, le drapeau de la franco-fierté, qu'on aime particulièrement. Tout ça, ça fait partie de l'offre active inclusive. Ça évite l'ambiguïté, ça évite aux personnes cet inconfort là, de est-ce que je peux être moi-même, est-ce que je peux m'afficher, est-ce que je serai en sécurité. Euh, les personnes savent d'emblée qu'il s'agit d'un espace inclusif. C'est comme quand on offre des services en français, ça évite cet inconfort de si je parle français, est-ce que la personne va comprendre ou est-ce que je vais toutes les deux nous mettre mal à l'aise. Donc, on voit l'importance de l'offre active ici. Euh, un autre exemple d'offre active, c'est par exemple de se présenter en donnant ses propres pronoms. Des fois, les personnes nous demandent, mais pourquoi, tu sais, moi, j'utilise un pronom qui correspond à mon expression de genre, mon identité de genre, pourquoi est-ce que je ferais l'effort de nommer mon pronom? Mais ça communique aux personnes que c'est un espace inclusif où on n'assume pas, on présume pas l'identité de genre d'une personne en fonction de son apparence. Donc, ça normalise de communiquer, de demander des pronoms. Donc, c'est un autre exemple de cette offre active inclusive qu'on peut intégrer justement à la réception ou dans l'accueil de nouvelles personnes bénéficiaires parce que on nous a exprimé que c'est justement dans ces premières interactions avec la réception, avec un nouveau prestataire, un nouvel prestataire de soins ou de services, qu'il y a beaucoup de friction, beaucoup d'expériences de discrimination. Par exemple, du mégenrage, ça c'est quand une personne, je pense que je l'ai défini tout à l'heure, là, mais quand une personne utilise le mauvais genre ou les mauvais pronoms, par exemple, pour les mauvaises honorifiques, monsieur, madame, par exemple, pour se référer à une personne. Euh, ça peut sembler anodin, une personne dont qui s'identifie, dont le genre ressenti est celui qui lui a été assigné à la naissance. Ça peut sembler anodin, ah, on m'appelle madame quand c'est monsieur, par exemple, mais pour une personne de la diversité de genre qui vit ça constamment, l'impact est cumulatif. Ça peut être vécu comme une déshumanisation, en fait, parce que c'est nier une partie fondamentale de l'identité de cette personne. Euh, on parle aussi de morinommage ou de dead naming en anglais. Ça, c'est utiliser le nom qu'une personne n'utilise plus pour se référer à elle. Donc, ça aussi, c'est traumatisant pour une personne et généralement un manque de discrétion. Alors, ces choses-là sont quand même assez faciles à résoudre à travers la formation du personnel, que ce soit le personnel médical prestataire de soins ou le personnel de la réception, justement au morinommage, au mégenrage. Euh, Généralement, adopter l'approche de ne pas présumer connaître le genre d'une personne basé seulement sur son apparence. Ça, c'est un jeu dangereux. On s'embarque pas là-dedans. Et simplement d'avoir une procédure claire pour documenter, récolter le nom d'usage, les pronoms d'une personne et s'assurer que cette information soit transmise à travers toutes les interactions dans le parcours de soins. Euh, donc, ça, c'est important parce que c'est pas, il suffit pas d'avoir un formulaire inclusif qui demande l'identité de genre, qui permet l'auto-identification, demande les pronoms, si ensuite ces informations ne se seront pas communiquées, ne seront pas respectées à travers toutes les interactions. Donc, ça prend des procédures là-dessus. Nous allons maintenant vous présenter quelques éléments des approches que nous aimerions souligner comme étant importants pour les personnes de LGBTQIA+, dans la livraison des services en particulier. On fera un survol, mais le développement de pratiques affirmatives, c'est un travail de longue durée continue, donc on vous encourage à poursuivre cet apprentissage et on va vous partager d'autres ressources à la fin qui pourraient vous aider. Et je vais recommander en particulier le guide du Centre de génomique et politique de l'Université McGill et d'Intersex Canada, qui a considérablement informé et inspiré certaines de nos recommandations
dans la prochaine section. Donc, ce guide, justement, nomme définit les soins centrés sur la personne comme étant une approche où chaque patient-patiente est abordé avec chaleur, compassion et respect en tant qu'individu unique ayant des besoins de soins uniques. D'abord, l'approche est holistique. Le prestataire devrait voir la personne dans son entièreté avant le diagnostic ou l'identité. En conséquence, on cherche à personnaliser les soins en fonction des besoins et des expériences de la personne. Ceci peut vouloir dire adopter son approche générale et la manière dont l'information est partagée. On veut certainement adopter le langage privilégié par la personne, au niveau des pronoms, mais aussi le vocabulaire pour parler de l'anatomie. Lorsqu'il est possible, il est également préférable d'offrir un accompagnement global qui aborde plusieurs facettes de la santé et de fournir des soins de longue durée. L'autodétermination est très importante aux populations LGBTQIA+. D'abord, pour favoriser l'autodétermination, le point de départ est typiquement une posture qui reconnaît que la personne bénéficiaire des soins de santé est la mieux placée pour évaluer ses besoins et prendre des décisions concernant sa santé. Le rôle du personnel est d'accompagner la personne dans sa prise de décision et non de la pousser dans une certaine direction. Pour appuyer son consentement éclairé, le personnel peut fournir les informations pertinentes et complètes au rythme de la personne cliente. Elle peut adapter son approche, son rythme en utilisant un langage plus simple et accessible aux besoins. En plus d'expliquer, vous pourrez offrir des ressources écrites. Vous pouvez aussi offrir de répondre à des questions et accorder du temps pour que la personne puisse comprendre l'information. Lorsque vous présentez de l'information, c'est aussi très important d'être transparente. Par exemple, si vous ne connaissez pas une réponse ou s'il y a un débat sur un sujet particulier au sein de la littérature scientifique, c'est très important de le nommer, d'être transparent par rapport à ça. On suggère aussi de fournir des informations sur toutes les options possibles pour les soins, de présenter les risques d'une manière réaliste et de ne pas mettre de la pression pour les interventions qui ne sont pas médicalement nécessaires. Il est fondamental à l'autodétermination de respecter l'autonomie corporelle de tout le monde, y compris les enfants et les jeunes. Un élément serait aussi de demander activement le consentement à travers le rendez-vous. Par exemple, avant de faire des tests et lors d'examens physiques, et de respecter les limites qui sont nommées. Favoriser l'autodétermination veut aussi dire fournir un espace sécuritaire, valider, rassurer, ainsi que référer vers des ressources et des spécialistes. Au niveau de l'approche tenant compte des traumatismes, le consentement est également crucial à l'approche tenant compte des traumatismes. Étant donné que les expériences de certaines personnes auprès des soins de santé ont été un petit peu plus difficiles, si vous posez des questions de nature plus personnelle, sensible ou intrusive, vous pouvez les présenter en expliquant pourquoi elles sont posées. Ceci est en considération que la personne pourrait avoir un historique de traumatisme, dont les expériences de pathologisation, de stigmatisation, de discrimination en recevant des soins de santé. Afin d'améliorer la confiance et de ne pas contribuer à la méfiance ou à l'évitement de soins, il y a certaines questions qui sont aussi à ne pas poser ou des commentaires qui sont à ne pas faire. On parle bien sûr de questions qui ne sont pas nécessaires à la livraison de soins. Par exemple, il n'est pas nécessaire de poser une série de questions intrusives sur l'historique de transition d'une personne trans ou sur les caractéristiques sexuelles d'une personne intersexe si ce n'est pas médicalement nécessaire pour répondre à l'objectif du rendez-vous ou à la préoccupation de la personne cliente. Il y a plusieurs compétences interpersonnelles et communicationnelles à développer pour mettre en œuvre cette approche, dont être à l'écoute des besoins et du langage non verbal afin de pouvoir changer son approche ou ralentir le rythme aux besoins. Si vous travaillez principalement sur la santé physique, on recommande aussi de considérer les besoins en soutien communautaire et en soins de santé mentale.
Comme avec les autres approches, nous ne présentons aucun aperçu aujourd'hui. Il y a des ressources spécifiques sur l'approche tenant compte des traumatismes selon votre domaine de pratique. Par exemple, il y a des différents éléments à considérer lors d'un examen gynécologique versus un rendez-vous de psychothérapie. La qualité du soin dépend de la relation thérapeutique, qu'on peut voir comme une relation, comme une rencontre d'expertise. Votre savoir médical rencontre l'expertise de la personne sur son propre vécu. On appelle ceci une approche interculturelle. Chaque personne arrive avec son enveloppe de sens, ses valeurs et ses présupposés. Vous avez votre cadre médical et votre clientèle a son expérience vécue. Pour que le dialogue fonctionne, on peut remplacer les suppositions par une curiosité saine. Et sans vouloir entrer dans une marchandisation des soins de santé, si on pense aux soins comme un service à la clientèle, un bon service à la clientèle inclut aussi de minimiser les frictions liées au mégenrage, aux maladresses cis-hétéronormatives. L'humilité culturelle est très importante à l'approche interculturelle. Pour adopter une telle posture, on peut commencer en prenant conscience de ses privilèges, en réfléchissant à ses propres biais et préjugés, en écoutant sans jugement, en reconnaissant qu'on ne sait pas tout et que ses expériences ou ses connaissances ne sont pas les seules qui sont valides. Ceci peut vouloir dire de s'engager dans une démarche continue d'apprentissage et d'amélioration et de traiter les rendez-vous comme une rencontre d'expertise. Bon, je me rends compte qu'on est à 13 heures. On a encore quelques minutes de contenu avant la période de questions-réponses, mais on comprend qu'il y aura peut-être des personnes qui devront quitter. Oui, absolument. Et puis, évidemment, le webinaire est enregistré, donc si vous devez quitter, on va vous en renvoyer l'enregistrement. Vous pourrez le consulter par la suite pour les bouts que vous auriez manqués, si vous voulez. Euh, donc, si j'enchaîne, une autre approche qu'on peut prendre pour rendre la livraison de services plus fluide, plus inclusive, adaptée, c'est l'appui par les pairs, offrir des programmes d'appui par les pairs. C'est quelque chose qui est fortement demandé par les membres de nos communautés parce que, bon, même les médecins les plus sensibilisés, les plus alliés, n'auront pas nécessairement les connaissances pratiques d'une personne qui est passée par là. Donc, je pense par exemple aux chirurgies d'affirmation de genre. Ben, un médecin peut donner ses meilleurs conseils médicaux, mais une personne qui est passée par là peut donner ses astuces sur comment rendre la convalescence plus fluide, par exemple. Ce genre d'informations que les médecins n'auraient probablement pas. Euh, il y a des forums qui existent en ligne pour ce genre d'informations, mais souvent ces forums sont juste en anglais. Alors, on nous a dit que avoir soit des groupes de soutien par les pairs ou euh, des jumelages, ça peut être assez important pour justement ce partage informel d'expérience. Évidemment, toute initiative de ce genre devrait être développée avec l'apport des personnes conseillées dans un esprit de par et pour. Ce qui m'amène à notre dernier champ d'action, qui est l'évaluation des services, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne mesure pas. Il y a plusieurs façons de mesurer, d'évaluer nos services. On peut mener des consultations, on peut former des comités aviseurs où la participation est rémunérée. C'est important de rémunérer les personnes pour leur temps, leur expertise. On peut distribuer des sondages aussi. Pour vous accompagner là-dedans, si ça vous intéresse, Francoco a développé un outil d'auto-évaluation qui vous permet de faire un état des lieux de l'inclusivité dans votre organisme. Des fois, il y a des choses, on pense qu'on est inclusive, mais il y a des petites choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc ça, c'est un bon outil pour vraiment rigoureusement passer à travers différentes mesures d'inclusion. Et on va vous envoyer cet outil après le webinaire et en annexe, il y aura un sondage qui est adapté du sondage que nous, on a mené auprès des membres de notre communauté, que vous pouvez, si vous voulez, aussi mener auprès de votre clientèle ou membriété pour voir comment les membres de vos communautés, de votre membriété évaluent l'inclusivité de votre organisme. Alors, on vous a partagé beaucoup d'informations. Et on voudrait voir un peu ce que vous retenez, comment vous metteriez en pratique ces connaissances. Donc, on va vous proposer un petit scénario. Avant de vous expliquer le scénario, on va utiliser la même approche que tout à l'heure. Donc, vous pourrez écrire vos réponses dans la boîte du clavardage, mais attendez avant de l'envoyer. On enverra tous nos réponses en même temps pour avoir encore cet effet de pluie de réponses.
Cette fois-ci, donc, la question, c'est une personne non-binaire se présente à la réception pour un rendez-vous gynécologique. Quelles mesures devraient déjà être en place avant son arrivée? Qu'est-ce qui devrait déjà exister dans cet organisme pour que cette personne reçoive un service inclusif et adapté? Et deuxièmement, quelles approches pourriez-vous mobiliser pendant l'interaction? Donc, une fois que la personne arrive, quelles approches de relations communicationnelles est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faciliter l'expérience de cette personne? Alors, est-ce que c'est bon, c'est clair? Est-ce que le scénario est clair? Je vois une personne hocher de la tête timidement. Je vais présumer que les autres, c'est clair pour vous aussi, que vous êtes déjà lancé dans la rédaction de votre réponse. Donc, on se donne peut-être quelques secondes, 30 secondes pour rédiger nos réponses. Tiffany, je vois que tu prends de l'avance. On attend le signal encore une fois. Dans quelques secondes, je vais vous donner le signal pour envoyer tout le monde en même temps, mais j'apprécie votre initiative, votre enthousiasme, Tiffany. Alors, encore quelques petites secondes. Peut-être que quelques personnes pourront me donner des pouces quand elles seront prêtes à envoyer leur réponse. Un pouce. J'en ai d'autres. Ça donne peut-être encore quelques secondes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me donner un pouce, me signaler que vous êtes prête? Je vois des visages encore concentrés, donc je vais vous donner encore quelques secondes. OK, un autre pouce qui rentre. Peut-être encore 2 petites secondes pour finir vos réponses, mettre les derniers détails. On se dit 3, 2, 1. On envoie. OK, OK, ça commence à rentrer. C'est que je vous ai pas donné assez de temps. OK, ça rentre. Alors, je vois des affiches inclusives dans les salles d'attente. Yes, ouais, des symboles de visibilité, du personnel formé, l'offre active inclusive, des formulaires inclusifs. Ouais, vous avez vraiment capté les formulaires, c'est super. L'accueil du soin centré sur la personne, des options plus inclusives dans les formulaires, j'adore. Demander les pronoms, les formulaires. Ouais, un accueil confidentiel. Yes, j'adore. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'est super. Si vous pensez à d'autres trucs, continuez à les envoyer. Là, on adore les lire. Merci pour ça. S'il y a une chose à retenir d'aujourd'hui, c'est que les obstacles que rencontrent les personnes de LGBTQIA+, qu'il s'agisse de stress minoritaire ou d'évitement des soins, ne sont pas une fatalité. C'est particulièrement vrai pour les personnes trans, intersexes ou asexuelles, dont les parcours de santé sont souvent plus complexes. En intégrant une approche intersectionnelle à l'offre active de services en français, on s'assure que personne n'ait à choisir entre sa langue et sa sécurité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas nécessaire de tout savoir pour faire une différence dès demain ou aujourd'hui. L'inclusivité commence par des gestes simples. Adopter une posture d'humilité, utiliser un langage dégenré et toujours prioriser l'autodétermination de vos clients-clientes. Les prestataires de soins de santé qui ont une approche affirmative peuvent faire une grande différence dans la vie des personnes de LGBTQIA+. Et justement, pour passer de la théorie à la pratique, voici des ressources que nous recommandons. Nous allons partager les diapositives qui contiennent des liens, donc vous pourrez aller les consulter directement. Et ça inclut les normes de qualité de santé Ontario, des guides cliniques de Sherburne Health et du WPATH qui sont des références incontournables. Il y a aussi le guide sur la communication affirmative en matière des soins de santé concernant les personnes intersexes que j'ai mentionné à quelques reprises. Et chez Franco Queer, on vous invite aussi à fouiller dans nos onglets ressources et s'engager. Sur notre site web, vous y trouverez nos webinaires et notre trousse pour l'inclusion. Et avant que vous quittiez, on veut aussi vous annoncer pour la première fois qu'en février 2027, le 18 et le 19, on aura un forum
un forum intersectoriel. On va chercher à accueillir des personnes travaillant dans le secteur de la santé, de l'éducation et des médias afin d'avoir des ateliers, mais aussi avoir des discussions entre collègues pour pouvoir partager les enjeux vécus et les meilleures pratiques. Donc, ça sera une occasion d'échange en personne pour discuter des thématiques dont on a discuté aujourd'hui. On espère vous y voir. Et merci beaucoup pour votre écoute. On sera ici pour des questions, pour vous entendre, et on va éteindre aussi l'enregistrement.